terrasse, espace d'art de Nanterre, avec Zoré Zavaré, dans son exposition, sa première exposition personnelle en France, dont la commissaire est Cécilia Bekanovic. Donc ton exposition Zoré s'intitule Le nommé chien plat et autres histoires, et cette exposition en fait tu l'as eue à la faveur d'un prix que tu as reçu au Salon de Montrouge à la dernière édition, qui est le prix du département des Hauts-de-Seine. Comment l'idée de cette exposition t'est venue, Zoré? Ça commençait avec l'exposition au Salon de Montrouge, c'est-à-dire que quand j'ai su que je vais exposer, j'avais une idée plus ou moins claire autour des personnages d'une pièce de théâtre, que la pièce de théâtre n'ait pas été écrite, mais les personnages ont été choisis, c'est-à-dire que je me mettais à la place d'une metteuse en scène, et puis j'étais là pour présenter les personnages dont j'aimerais travailler avec. Au salon, du coup, j'ai présenté 4 personnages, le chien plat, le roi mou et le conte ordinaire, il s'agit d'une poule sans tête, et puis une autre sculpture qui s'appelle « Et il m'a dit qu'il vivait dans l'un de ses trous ». Ça commence avec cette première... C'est cette pièce-là. Exactement, voilà. Ça commence avec cette première exposition. Une fois que j'ai eu la possibilité d'exposer à la terrasse, j'avais trop envie de grandir ce troupeau. Donc, grâce à l'espace qui était beaucoup plus, beaucoup plus grand, et puis les enjeux de la lumière, et puis l'espace derrière l'espace, devant l'espace, ça me permettait justement de investir mieux l'espace. Oui, et alors, du coup, tu disais que tu as agrandi le troupeau, donc il y avait déjà quatre pièces, en fait, enfin 4 choses, comme tu les appelles, qui étaient à Montrouge. Exactement. Et il y avait notamment le chien plat, qui est juste ici. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel chemin il a parcouru entre justement cet espace dans lequel il était, cette autre mise en scène, et ici, quel est son rôle, puisqu'il est... il a l'air d'avoir le rôle principal, puisqu'il est dans le titre, c'est Le nommé chien plat et autres histoires. Donc, quelle histoire il a, quel chemin il a parcouru jusqu'ici, et quel est son rôle ici, et est-ce que tu peux nous raconter même son histoire à lui, en fait? Le chien, il a eu, suite à un burn-out, il n'arrive plus à se mettre debout, et du coup, il continue sa carrière ou sa vie simplement à l'horizontale. Et j'étais vraiment attachée à son parcours, à son chemin de vie. C'est pourquoi voilà, il y a cet rapport très proche avec lui qui apparaissent, mais il s'agit simplement de ça, il n'impose pas sa personnalité aux autres pièces. Et du coup, ce chien, il est dans une nouvelle mise en scène, avec, comme tu disais, d'autres personnages, d'autres choses, et notamment ce trône royal, en fait, ce que tu appelles le roi mou. Alors, tu aimes comme ça jouer avec le langage, hein. Pour toi, c'est important finalement l'écriture. Tu racontes des histoires, et ici, finalement, tu désignes ce trône de manière métonymique, c'est-à-dire que tu parles du roi mou, alors qu'en fait on a un siège, un trône qui est complètement vide, et qui est aussi très mou en fait finalement, ce siège, et qui semble très simple a priori, qui est comme ça une architecture très, très, très simple, mais qui repose sur 2 animaux. Alors tu peux nous dire quels sont ces animaux, et ce qu'ils racontent aussi, et peut-être comment ils interagissent avec les autres personnages de la mise en scène. La chaise était justement, quand je voulais faire l'idée, c'était d'avoir un personnage mort, c'est-à-dire que j'ai pensé à un roi qui appartient à notre époque. Donc, qui appartient à une autre époque. Oui, c'est ça, une autre époque. Et je me demandais si
j'aimerais que dans mon spectacle, il y ait un personnage qui n'est pas vivant, c'est-à-dire il est décédé déjà, s'il s'agit d'un être humain. Comment ça peut être présent? Par quels moyens il peut être... comment dire par quels moyens il peut être présent dans l'espace. Et donc, j'ai pensé à cette comment dire, je pense à ce qui lui appartient en fait finalement, ce qui lui les signes de son pouvoir, de son en fait. pouvoir, finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un trône sans penser à celui qui s'assoit, voilà, s'occupant. Donc, je trouve que c'était le meilleur moyen pour moi à ce moment-là de présenter le roi avec l'assise en fait finalement. C'est-à-dire cette chose qui le coupe. Et oui, on voit des animaux, on voit deux chats au pied de la chaise qui sont... Et en fait, c'était aussi inspiré de l'architecture un peu iranienne. Peut-être on peut trouver aussi vraiment dans d'autres architectures Moyen-Orient. Voilà, il y a toujours dans les palais ou même autour des trônes, il y a toujours cette présence des animaux un peu, comment dire, moitié humain, moitié animal, parce qu'ils ont des visages parfois très, pas tout à fait animal, parce qu'ils ont des nez humains, après les yeux. Il y a ce mélange qui m'intéresse beaucoup, et puis le fait que ces animaux ils viennent décorer une architecture, un objet pour le rendre plus sophistiqué ou plus prestigieux, ça me fascine. Donc j'avais envie d'emprunter ces éléments-là pour parler de le roi. Donc du coup, ce que tu nous disais, c'est ce qui t'intéresse finalement, c'est aussi de parler de l'absence. Et c'est vrai que ici, bon, certes, il y a des choses, mais qui disent beaucoup l'absence en fait. Là, à côté du trône royal, qui est donc vide, on a une canne avec toujours cette caractéristique un peu animale comme ça. Donc là, c'est un autre félin. Et au pied, on a une paire de chaussures vide. On a l'impression qu'elle a été comme ça déposée avec l'autre accessoire qui est la canne. Et c'est comme ça la trace de quelque chose qui a été, de quelqu'un qui a été peut-être, mais c'est encore une absence. Donc on a vraiment l'impression comme ça que ici on a encore des accessoires, en effet des accessoires qu'on pourrait trouver soit dans les coulisses d'une pièce de théâtre, soit portés dans la pièce de théâtre. Néanmoins ici, d'après ce que tu dis, on est sur la scène, on est dans ta mise en scène, mais ils ne sont pas portés, ils sont présents. Mais montre finalement une grande absence. On a l'impression ici que tu mets en scène l'absence. Oui, mais c'est tout à fait ça. Finalement, je trouve que grâce aux accessoires, c'est-à-dire ce qui est assez aussi intéressant pour moi, c'est que les choses viennent nous rappeler quelque chose d'autre. C'est-à-dire que par exemple, dans le théâtre, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'histoire ou les personnages qui viennent couper, qui racontent l'histoire, c'est aussi tous ces éléments qui viennent compléter et vraiment rendre possible la scène, l'histoire, mais la pièce. Mais sauf que peut-être dans le théâtre, parfois on donne moins importance aux choses qui appartiennent au décor, ou les choses comme des accessoires, ou par exemple, comme tu dis, un costume qui est porté par le personnage pour que, ça... Finalement, tu rends aux accessoires un rôle premier. Exactement. En première, ou en quelque sorte, dans le même niveau que les autres personnages. C'est-à-dire que s'ils sont là dans le même situation, dans le même espace, avec les personnages, c'est parce qu'ils ont la même importance, parce qu'il ne s'agit plus d'accessoires ou de décors, il s'agit vraiment, la trace de celui qui n'est pas là. C'est-à-dire, est-ce que celui qui n'est pas là est parti, il a laissé ses chaussures, est important, ou cette chose qui est juste face à nous, en fait. Finalement, c'est aussi ce questionnement sur l'importance
de ce qui est là et ce qui n'est pas là, en fait. Cette chose, je veux dire, comme la chaise, prend l'identité, finalement, prend l'identité de celui qui le porte, qui le habite, en fait, finalement. Du coup, de celui qui le regarde, peut-être aussi. Tu disais que c'est aussi finalement au public qui lui aussi prend place dans la mise en scène, qui va aussi du coup créer ses propres histoires. Exactement. Et donc aussi venir compléter ou bien amplifier ou bien prolonger des rôles que tu aurais pu assigner à certaines choses. Exactement, parce que pour moi, c'est aussi important que le public rentre sur la scène, parce qu'il ne s'agit pas de raconter il n'y a pas une pièce, il n'y a pas un début, une fin. Oui. Donc, il rentre dans la pièce, il déambule, il voit les choses comme il veut, et puis ils peuvent se considérer très bien en tant que personnage aussi, même un décor de cette pièce non déterminée. Ou très bien comme un spectateur qui se trouve dans les gradins, dans un format plus classique. Mais justement, pour moi, c'est important qu'on embrouille ça. Et puis, on ne se demande pas si c'est un objet ou un accessoire, on ne se demande pas si c'est un personnage ou pas, ou c'est un décor. Finalement, tout est dans la même échelle, et tout, ils sont dans le même... niveau, quoi. Oui, on partage le même espace avec le même statut finalement. Exactement. Et du coup là on parlait de l'absence que tu as pu mettre en scène, mais en fait cette absence, je trouve qu'elle fait écho quelque part aussi au silence. Mais on reviendra sur le silence, je ne veux pas oublier de te poser cette question. Un chien à plat, enfin qui a le premier rôle, alors que dans notre société, je crois qu'un burn-out, bon certes c'est symptomatique de notre société comme ça accélérée, mais c'est pas ce qu'on va mettre en valeur, on va plutôt le cacher. Un roi qui est mou, c'est pas ce dont on a envie. On n'a pas envie que le pouvoir soit quelque chose comme ça de mou, et que le temps soit extrêmement lent comme ça. C'est pas non plus ce qui, je crois, caractérise ce que nous souhaitons, du moins l'époque que l'on vit. Et du coup, toi, avec ces trois, notamment ces trois choses, tu viens comme ça nous dire un peu la fragilité, et nous dire aussi peut-être que c'est quelque chose à quoi tu es sensible. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai que peut-être ce que je présente, c'est aussi les situations de la vie, en fait. On voit certainement des êtres accidentés par la vie, donc qui n'est pas forcément drôle, toujours, même si c'est parfois très absurde. Mais je trouvais que, par exemple, cette question justement de temps ralenti, ça nous obligeait plus de passer le temps avec ces choses, justement, comme tu disais, on a envie de le cacher ou voir moins, ou justement ne pas les considérer. Ça nous permet, je pense que peut-être ce changement de fonctionnement du temps, pour moi c'était un moyen simplement de déjà voir cette scène. C'est comme s'il passait dans un autre monde parallèle, ou je sais pas, c'est pas un temps habituel, donc c'est ailleurs peut-être, parce qu'on peut jamais, c'est ça aussi le problème, cette impossibilité de changer le temps finalement. Mais beaucoup tout est possible peut-être dans une mise en scène imaginaire, où c'est comme si c'est un autre monde. Le temps peut être justement à notre faveur pour moi le temps ralenti justement c'est pas quelque chose qu'on ne veut pas, c'est justement c'est avoir plus de temps c'est avoir cette possibilité d'avoir plus de temps de faire des choses justement. Tu vois. C'est pas pour torturer les gens parce que le temps est lent, c'est surtout pour que tu as l'impression que tu as justement cette possibilité de étirer les choses, les événements et les temps, même s'ils sont désagréables, comme voilà, un burn-out ou comment dire, une poule sans tête, mais cet étirement du temps, je trouve que c'est jamais mauvais. Ouais. Et du coup, je te disais que j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu du silence, t'as comme ça, qui est très lié à l'absence, mais tu as ce porte-voix qui est accroché et qui, au lieu de sortir des espaces ou des objets de voix ou du son, en fait, crée au sol, comme ça, éparse des cônes qui ont donc la forme
de ce porte-voix, des cônes de béton, enfin de ciment. Et en fait, c'est comme s'il venait dire quelque part matérialiser le son, mais en venant a priori matérialiser le son, il matérialise plus que jamais le silence, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils viennent l'immobiliser, le rendre sourd, le rendre impossible. Et pour répondre à ça, il y a aussi tes pièces comme ça, de têtes de personnages qui sont collées au sol, en fait. C'est juste la tête, on retrouve juste la tête collée au sol. Et ces personnages, on a l'impression qu'une fonction d'oreille, en fait. Ils écoutent comme ça, c'est comme s'ils écoutaient, ou comme s'ils écoutaient l'insondable, le silence. Et on a comme ça une impression de silence qui est matérialisée et qui est très sensible, en fait, dans cette mise en scène. Oui, c'est exactement comme l'histoire de l'absence de personnage aussi. C'est quand j'ai matérialisé le personnage qui s'appelle K, par exemple. Ah oui, alors K, c'est c'est les chaussures, ça appartient. Oui, voilà, c'est les chaussures de Monsieur K. Voilà, et chaussettes de K. Celle-ci. Oui, voilà. Par exemple, comme je disais, pour les chaussettes ou les chaussures qui nous parlent d'un personnage qui s'appelle K, c'est pareil pour les choses immatérielles comme le son et la voix. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, c'est de trouver une solution pour, comme tu dis, matérialiser des choses qu'on ne peut pas voir ou entendre, parce que justement, ils sont absents, comme la voix qui sort de la porte-voix, qui sont matérialisées et finalement ne sont pas audibles. Ou par exemple, les têtes qui sont enfoncées, finalement, on sent qu'ils sont en train d'écouter quelque chose, mais finalement, nous, on n'a pas accès. C'est-à-dire que finalement, ce qui est présent ici, c'est juste un preuve de quelque chose qui est... Comme des indices Ah non, une preuve. Une preuve pour parler de choses, des choses qui ne sont pas là. Du coup, cette absence est aussi important que ce silence qui est... je ne sais pas si j'arrive à répondre. Mais des choses qui ne sont pas là ou qui ont été, mais aussi peut-être pour offrir des possibilités, peut-être aussi pour donner des possibilités. Je pense aux histoires que tu nous annonces en fait dans le titre. Et j'ai l'impression que comme ça, tu nous poses peut-être comme ça. Alors des indices, c'est pas beau, mais des éléments. Et que c'est à nous ensuite de venir les tisser, comme on disait tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que quand même, et j'en suis sûre, que les éléments, tu les choisis pas au hasard, et que quand il s'agit du son, en effet, tu le tais, en fait, et tu nous fais écouter le silence. Le silence de l'absence, le silence peut-être de la mort, le silence de la fatigue, du temps, de ces choses-là. Et d'ailleurs, tu mets en scène l'absence et le silence avec beaucoup dans une dimension, avec une dimension très ludique, avec le jeu, quoi, avec beaucoup de jeu et d'humour, j'ai l'impression. Parce que ici, on joue. Toi, tu joues à la metteuse en scène, on joue la mise en scène. Nous, en tant que public, on y joue, on l'imagine, on joue au théâtre. Ils jouent toutes ces choses, jouent des rôles. Et j'ai l'impression que le jeu et l'humour, au-delà de cette exposition, ont quand même une place très importante dans ton travail. Oui, c'est vrai qu'il joue un rôle parce que, comme je dis, le théâtre m'intéresse, c'est justement parce qu'il y a une dimension que j'adore, et je dis ça toujours c'est comme si en fait, c'est-à-dire qu'on fait semblant de faire quelque chose, c'est-à-dire que le décor c'est fausse, les éléments c'est fausse, les accessoires, même les personnages sont pas les personnages, donc tout est faux. Et je trouve que cette idée de faire semblant et faire comme si, ce qui vraiment m'inspire beaucoup, et puis ça se trouve aussi dans mes créations finalement, c'est-à-dire que il y a un véritable rôle de jeu de rôle. Oui, d'illusion, de trompe-l'œil, comme ce radiateur où tout le monde se fait avoir en fait. Quand on rentre, on croit véritablement que ce radiateur fait partie du lieu. Et j'ai l'impression que c'est ces éléments-là qui permettent aussi la fiction en fait. Voilà,
voilà, c'était jeu de rôle, c'est-à-dire que finalement, est-ce que le radiateur, oui. Le radiateur joue le rôle de radiateur ou il joue autre chose? C'est-à-dire que justement en cherchant même le moment de fabrication, en se demandant est-ce qu'il faut que ça soit en quelle matière? Si c'est en bois, alors il ne va jamais fonctionner comme un vrai radiateur. Donc il y a même un radiateur, des objets domestiques jouent ce rôle, c'est-à-dire qu'ils sont là justement pour nous rentrer dans une véritable fiction. Et du coup, une fois qu'on rentre dans dans une histoire, c'est-à-dire une histoire comme si, tout est possible finalement. C'est-à-dire que tu rentres dans une autre dimension, tu es dans une autre réalité. Donc, c'est à ce moment-là peut-être que l'humour peut-être apparaît. Je trouve ça intéressant comment, à la manière peut-être d'un écrivain, d'une écrivaine, en fait, de ce courant littéraire qu'on a nommé le réalisme magique, tu te souviens d'en parler, comment tu réussis, toi, à mettre en scène, à poser des objets qui sont du quotidien, cette poubelle, ce radiateur, ce porte-manteau, qui finalement viennent comme ça... un peu comme dans le fantastique aussi, c'est-à-dire viennent nous rassurer, nous donner un cadre comme ça réaliste pour que émerge comme ça, ou opère la magie, ou émerge comme ça quelque chose, une histoire complètement incongrue, comme celle du chien plat, etc. Et je parle du réalisme magique, je me permets parce que je sais que tu te nourris énormément de littérature sans que ce soit des références directes, précises pour chaque œuvre, pour chaque pièce, pour une exposition, mais j'aimerais bien que tu nous dises un peu... ton rapport à la littérature, à la fiction, ce que tu aimes lire, toi, comment éventuellement tu te nourris de tes lectures Pour moi, il s'agit simplement de justement trouver mes camarades d'écrivains, c'est-à-dire finalement, je trouve des gens qui... Je dis pas que moi je trouve que j'ai une approche avec leur manière d'écrire ou penser, c'est-à-dire que je me retrouve dans leur façon de penser. Et il y en a plein des nouvelles, des histoires comme ça où, comme tu dis, les situations très habituelles, réelles, et d'un coup ça se passe quelque chose très irréel ou quelque chose vraiment qui est décalé finalement. C'est-à-dire, je trouve que justement, humour aussi, ça vient du fait qu'il y a un décalage. Par exemple, chez Cortázar, il y a souvent ça. Tu parles aussi de l'absurde. Oui, par exemple, forcément, il y a toujours... je suis vachement intéressée au théâtre de Beckett ou UNESCO. Voilà, je trouve qu'il y a ce décalage toujours dans leur manière de raconter des histoires, Ou par exemple, chez Calvino, parfois, il y a ça aussi. Tout ce troupeau va prendre le large à Toulon parce que l'exposition Amrige, donc 2020, c'est ça, va être itinérante et va être exposée à l'Hôtel des Arts. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez, parce que ton exposition donc ferme sous peu, donc pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de partager cet espace, de voir tes pièces, ils pourront les voir à Toulon dans le cadre de l'exposition Révélation du prix Emmerich à l'Hôtel des Arts à Toulon. Merci Claire. Merci Zoré. Merci.